Cher Alain, c'est un plaisir de te présenter une nouvelle fois. Je l'ai fait il y a 2 ans pour Clandestine, que j'avais d'ailleurs beaucoup aimé. Alors avant de présenter le bouquin, il est normal de présenter l'auteur. Notre président a déjà dit toute une série de choses, bien entendu. Et comme avocat, là, de tes clients célèbres, est un ancien chef d'État. Ben oui, si je ne me trompe, en fait. Et d'autre part, tu as été en tout cas l'avocat des titulaires des droits de Tintin. Ce qui ne m'étonne pas parce que tu es un tintinologue éminent. Nous aurons l'occasion d'en reparler à propos d'une allusion qui est faite aux œuvres, ou à une œuvre en tout cas de Hergé dans ton roman. Bien. J'ai la chance d'être l'avocat à la fois de Tintin et de Spirou. Et de Spirou. Ce qui réconcilie des mondes qui parfois étaient antagonistes. Exactement. Oui. Sinon, comme auteur, tu as été abondamment primé en 2007 par notre Académie royale de langue et de littérature française, prix Rossel en 2013 pour Monsieur Optimiste, un ouvrage à base, je dirais, d'histoire familiale, et dont je recommande sincèrement la lecture parce que je l'ai lu, et que ça tranche avec toute une série de romans qu'on pourrait appeler Monsieur le Pessimiste, plutôt qu'autre chose. Bien. Et alors, tu as obtenu également en 2015, pour l'ensemble de ton œuvre, le prix littéraire de la SCAM. Alors, la SCAM, si vous ne savez peut-être pas ce que c'est, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Société coopérative des amateurs de moutons. C'est là, ou de moules, ça ferait plus belge, évidemment, mais c'est la Société civile des auteurs multimédia. C'est une société française, comme le mot civil d'ailleurs nous y fait penser à nous. Nous, juristes, personne n'est parfait. Hein, bon. Voilà, donc, et alors, dans ton œuvre littéraire, la première est, je pense, la position du missionnaire roux. Je pense qu'il m'a fait énormément rire parce que dès la première réplique, on est dans le bain, je hais l'Afrique, dit le bonhomme pour commencer. Il n'est pas du tout raciste, mais il est représentant d'une marque célèbre pour l'Afrique et du coup, il n'aime pas l'endroit où il doit aller. Et alors, le cycle des Van Loo, Michel Van Loo. Michel Van Loo est un détective privé. Le cycle Michel Van Loo commence en 2008 et il y a déjà actuellement 7 romans pour lesquels Michel Van Loo est le personnage principal. Alors, autant le nom du personnage principal de Clandestine était peu fréquent en Belgique, puisque Peterman, je l'avais fait des recherches à l'époque, j'en avais trouvé un à Bruxelles, et encore, ce n'était pas écrit de la même façon. Ici, Van Loo, c'est un vrai détective plus fréquent. Ah oui. Mais ce qui, par contre, est intéressant, et là, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais Michel Van Loo était un peintre connu du XVIIIe siècle qui a fait des portraits de Louis XV. Alors, comment pouvait-on être français en s'appelant Van Loo? Bien parce que sa famille était d'origine hollandaise et a trouvé au XVIIe siècle que les protestants calvinistes hollandais étaient vraiment tellement rigolos qu'il valait mieux aller s'établir en France. Voilà, mais il y a des portraits de Louis XV par Michel Van Loo qui sont connus. Je ne sais pas si ça t'a influencé, si cette paternité t'a influencé. Non, pas du tout. Non, le nom de Van Loo, je l'ai choisi parce que c'était le nom d'un chocolat que mes parents m'offraient quand j'étais petit et qui était particulièrement mauvais. Et donc, et ce détective est assez médiocre. Et donc, voilà. Et Michel, c'est mon second prénom. Donc, voilà le lien. Et puis, j'ai découvert, après coup, effectivement, plusieurs Michel Van Loo, le peintre dont tu parles. Il y a plusieurs rues. D'ailleurs, Michel Van Loo, évidemment, il y a toujours des gens qui m'envoient des photos d'une rue Michel Van Loo dans quelques coins de France. Et puis, j'ai découvert un réalisateur de la RTB qui s'appelle Michel Van Loo. Enfin, il y a plusieurs Michel Van Loo. Voilà. Ce qui me permet de vendre déjà des exemplaires de mes livres à ces gens-là. Absolument. Il y en a une vingtaine dans la librairie, donc c'est beaucoup mieux que Germain. Alors, si nous en venons au livre qui s'appelle donc Le Coucou de Malines, pourquoi? Parce que l'essentiel de l'action, tu vois, une grande partie de l'action se déroule à
Malines, en 1957. Là, il y a moyen de dater très précisément. Donc, et Michel Vanloo est contacté par un Malinois qui veut lui demander d'enquêter sur une jeune femme qu'il compte épouser, et comme on n'achète pas un chat dans un sac, il voudrait avoir des renseignements, voir qui elle fréquente, c'est quelqu'un de bien, d'honorable, etc. Ce qui est très sympathique. Et il ne veut pas le faire par un détective malinois, parce qu'à Malines, tout le monde se connaît, tandis que si un détective bruxellois, là, ça ira évidemment beaucoup mieux. Alors ce monsieur, ça c'est intéressant, il s'appelle Bloemkool. Bloemkool, ce qui, pour celles et ceux qui jamais ne le sauraient pas, ça veut dire chou-fleur, en flamand et même en néerlandais. Et là, il n'y en a vraiment aucun dans l'annuaire des téléphones. Et il se décrit simplement en faisant de l'import-export. Voilà. Donc, le détective se met en route, va voir comment est cette dame, comment elle vit, comment elle est. Il apprend qu'elle a été mariée, elle est veuve parce que son mari résistant a été arrêté pendant la guerre et envoyé dans un camp de concentration dont il n'est pas revenu. Et donc, rien de très suspect, rien de très intéressant. Et après 10 jours seulement, alors qu'il aurait peut-être intéressant de suivre certaines pistes pour les gens que Gertrude, puisque c'est le prénom de la jeune dame, fréquente, Bloemkool met fin à l'enquête. Bon, soit, Vanloo doit bien s'incliner. Le problème, c'est qu'il n'est pas payé. Il n'est pas payé. Quand il lui écrit, hop, la lettre lui revient non retirée. Et alors, il va à l'adresse à Malines, c'est une fausse adresse. La seule chose, c'est qu'il y a là un fourreur qui pousse des hurlements parce qu'il reçoit sans arrêt la visite d'huissier pour les dettes de ce Bloemkool qui n'est pas domicilié là. Intéressant aussi, le fourreur s'appelle Rosenkool. Là, c'est plus du flamand, c'est de l'allemand et ça veut dire chou rouge. Ça veut dire chou rouge. Vous voyez, on reste quand même dans un domaine très légumier. C'est la littérature alimentaire. La littérature alimentaire, voilà. Exactement. Alors, le fourreur, qui en a assez de ses visites, demande à Vanloo d'enquêter à son tour sur la Gertrude en question. Vanloo est d'accord, il lui téléphone, lui fixe rendez-vous 2 heures plus tard. Quand il se présente, malheureusement, elle est assassinée. Il la trouve assassinée. Alors commence une enquête de police dont nous ne savons pas grand-chose, elle ne va pas très très loin, le zèle paraît assez limité, mais il ressort que ce meurtre pourrait être lié à la guerre et on s'oriente peut-être vers des partisans de l'amnistie. Et l'amnistie, c'est un cheval de bataille des Flamands et encore plus des Flamingants pendant les années qui ont suivi la guerre. C'est vraiment un cheval de bataille, ça revenait sans arrêt. Amnistie, il y avait des défilés pour l'amnistie. Et donc, on pourrait penser qu'il y a là une piste intéressante parce que la victime était très liée, sans doute à cause de son défunt mari, très liée, très impliquée dans la lutte contre les anciens collaborateurs et contre les partisans de l'amnistie. Nous trouverons d'ailleurs une série d'allusions à ce sujet. Pour la suite de l'intrigue, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il faut évidemment absolument lire le roman, mais voyez le point de départ et les sujets que l'on va aborder. Alors, il y a un personnage important dans ce livre, en dehors de Vanloo, 2 personnages importants. L'un, c'est sa petite amie qui s'appelle Anne, qui intervient beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle est bilingue, et que Vanloo ne l'est pas. Et alors, pour aller à Malines, il est quand même pas mal de connaître le néerlandais. Et ce dont Vanloo n'était pas conscient. Oui. Dans les années 50, et les francophones n'imaginaient pas que quelqu'un dans le pays ne puisse pas parler français. Et donc il va, en débarquant à Malines, sans arrogance, mais enfin, avec une certaine candeur, il s'imagine qu'effectivement, tout le monde parle français, on peut lui répondre en français. Voilà. Effectivement, l'arrivée de
son amie Anne, qui est flamande, Oui. et qui donc peut ainsi jouer dans l'enquête. Alors, je ne sais pas si c'est ton opinion, parce que Van Loo est sympathique, on ne peut pas dire qu'il soit incompétent, mais elle me paraît beaucoup plus futée. Oui, tout à fait. On l'a déjà vu dans des épisodes précédents, Oui, les Van Loo voilà. précédents. Michel Van Loo est sans doute un des plus médiocres détectives privés de la littérature. Mais il a un très grand avantage, c'est qu'il est très social et il est entouré d'une bande d'amis qui vont, selon les différentes enquêtes qu'il mène, l'aider, intervenir à sa place et dénouer en fait l'intrigue. Au premier rang, en effet, son éternel fiancé Anne. Il y a le pharmacien du coin qui s'appelle Hubert, il y a le coiffeur qui est son bailleur et qui a son salon en dessous de son bureau, où travaille Anne d'ailleurs, qui s'appelle Federico, etc. Il y a dans chacune des enquêtes de Michel Van Loo, on voit ainsi le détective qui s'égare assez maladroitement et qui heureusement est soutenu par toute cette bande qui finalement l'amène à trouver la solution, qui trouve la solution à sa place. Et Anne est particulièrement, surtout dans les 2 ou 3 derniers tomes, je me suis rendu compte que c'est elle qui menait l'affaire. Son rôle va s'amplifier. Heureusement. Voilà. Toujours la femme. Oui. Ah, absolument, absolument. Et alors, il y a encore un personnage important qui est la bière. Oui, parce que j'ai relevé, j'ai fait le compte, hein, sur 250 pages, il y a 21 fois où Van Loo est en train de boire de la bière. J'ai laissé tomber le vin, qui est nettement moins... Il en boit peu. Oui, et alors, et en plus, au sein de la bière, statistique, sur les 21 fois, il y a 11 fois où c'est de la gueuse grenadine. Absolument, c'est sa boisson, son péché mignon. Voilà. Dès la première enquête, Péril en ce royaume, qui se passe à Bruxelles, on sait qu'il est une publicité pour la gueuse grenadine, mais ici, il va découvrir les excellentes bières malinoises, notamment la bière brune malinoise. Voilà, je vais lire un extrait à ce sujet d'ailleurs, parce qu'il y a un extrait tout à fait intéressant sur... On approche de l'heure du verre. Ne vous en faites pas, on ne vous sera pas manqué. Van Loo est attablé dans un bistrot à Malines, et on lui sert de la Mechelse Bruin, qui ne connaissait apparemment, et voici ce qu'en dit le tavernier. Une bière brassée depuis le XIVe siècle. Il ajouta que Marguerite d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas, avait établi sa capitale à Malines sur les conseils de son médecin, qui lui avait susurré que ce nectar donnait à certaines femmes d'exception un orgasme dans les 2 heures. Alors Van Loo demande « et aux hommes ?» et l'autre répond « n'hésitez pas à revenir me faire part de votre expérience. » Donc c'est un personnage important. Oui, et alors il y a une importance aussi, là, nous l'avons déjà signalé, et je vais appeler ça la question flamande, un peu indépendamment de l'amitié, il y a les revendications des Flamands. Et il y a d'ailleurs là, tu donnes à certains moments des statistiques tout à fait intéressantes, parce que on n'a pas toujours des idées, surtout maintenant. La guerre est comme finie depuis longtemps. Il y a très longtemps que les conseils de guerre n'ont plus prononcé de condamnation pour incivisme. Comme on disait à l'époque, moi, quand j'étais jeune, on parlait plutôt d'incivique que de collaborateurs. Mais rassurez-vous, c'est la même chose. Voilà. Il y a ici des chiffres intéressants. Certains de mes collègues, c'est un conseiller communal qui parle, préfèrent dénoncer les excès de la répression des collaborateurs que les sacrifices des résistants. 251 collaborateurs sont condamnés à mort, tandis que 45 000 résistants ont été arrêtés, torturés, déportés, dont 15 000 ne sont pas revenus. Pourtant, on ne parle que de quelques pauvres types trop lourdement condamnés, dit-on, à la libération. En Flandre, nous avons un sérieux problème avec la mémoire. Chez nous, on confond amnistie et amnésie. Voilà. Ce sont des chiffres intéressants, et il faut ajouter, d'après ce que
ce que j'ai lu, contrairement à ce qu'on croit, les condamnations n'ont pas été plus fréquentes en Flandre, elles ont été légèrement plus nombreuses en Wallonie qu'en Flandre. Donc voilà, il y a aussi là une légende dont il faut se méfier. Bien, et à un certain moment, nous sommes toujours dans le problème flamand, il est question d'une super production cinématographique flamande. Là, tu as, je souhaite lire un petit passage. Un petit passage. Oui. Tu veux peut-être l'introduire. Oui, c'est ça. Donc, chacune des aventures, au fond, de Michel Vanloo, à la fois, est évidemment une détective story qui est à la fois divertissante et policière, mais elle est toujours, chacun de mes romans de cette série est couplé à un point politique, un aspect politique qui est au fond le cœur de l'intrigue et le cœur de chacun de ces romans. Je ne sais pas, Péril dans ce royaume, qui est le premier, lié à la question royale. Le deuxième, qui se passe au Congo belge, on y revient, est lié au premier mouvement de décolonisation. Le troisième se passe à l'époque de la grosse immigration italienne, 1949. Bon. Et donc, j'ai voulu, à partir de cette série, qui commence en 1947 et qui se passe ensuite dans les années 50, chaque fois, à la fois raconter un événement historique belge important, qui pour moi est souvent le marqueur de ce que nous voyons aujourd'hui de notre propre actualité belge, qui trouve en réalité ses racines dans ce qui s'est passé à la fin des années 40 et dans les années 50. Et ici, donc, dans ce roman-ci, qui se passe pour l'essentiel à Malines, c'est la question flamande qui est au cœur du roman et qui en est le moteur. D'où l'année 1957 que Jean-Paul citait, qui est important, effectivement. Pourquoi ? Parce que en 1956 apparaît pour la première fois dans la vie politique belge le premier parti flamand, je dirais même flamingant, fédéraliste, depuis la guerre. Bien sûr, pendant la guerre et avant la guerre, il y avait le premier mouvement flamingant qui était le VNV, mais qui a été interdit après la guerre parce que la plupart de ses dirigeants, enfin tous ses dirigeants d'ailleurs, et la plupart de ses membres ont servi justement de collabos pour l'essentiel. C'était là qu'on recrutait en Flandre, en tout cas, les collabos. Hugo Claus raconte ça très bien dans Le Chagrin des Belges. Donc en 1956, 12 ans après la libération, apparaît le premier parti fédéraliste, qui est la Volksunie, dont vont sortir, comme vous le savez, d'un côté le Vlaams Belang, enfin le Vlaams Blok à l'époque devenu Vlaams Belang, et la NVA qui aujourd'hui donc dirige notre pays. Bon, donc je ne veux pas faire de raccourci caricatural, mais enfin c'est important justement de rappeler cet arbre généalogique et ses racines aussi. Et c'est au fond ça qu'on fait. C'est pas un livre anti-flamand, au contraire, mais c'est important de resituer notre histoire par rapport, en tout cas, ce qui concerne la question flamande. Là. Et, comme tu le rappelais, Jean-Paul, l'un des mots d'ordre les plus importants à ce moment-là du mouvement flamand, c'est l'amnistie. Un certain nombre de Flamands considèrent qu'il est scandaleux que les collaborateurs ont été lourdement condamnés, certains condamnés à mort après la guerre. Pourquoi ? Parce que, disaient les dirigeants de la Volksunie et de manière générale, parce que ça allait bien au-delà de la Volksunie, ceux qui réclamaient l'amnistie, y compris chez les socialistes. Je me rappelle, j'avais une longue discussion à l'époque, dans les années 60, avec Pierre Vermeulen, dans les années 70, avec Pierre Vermeulen là-dessus, qui avait été ministre de la Justice et qui avait œuvré pour une loi d'amnistie. Donc, je veux dire, et là, c'est un socialiste très à gauche, plutôt un type bien. Bon. Donc,
très intéressant de rappeler ça. Et donc, c'est dans ce contexte-là que se situe le roman, qui est donc au fond le réveil de la Flandre. À la fois la Flandre politique, c'est les premières revendications fédéralistes et indépendantistes, même d'un certain nombre de Flamands, qui va mener aujourd'hui à l'acte de fondation de la NVA, et aussi le début, c'est très important, de la richesse flamande. C'est dans les années 50 que se développe aussi, pendant le déclin wallon, en fait, la Flandre commence à se développer et effectivement, ce développement va aller de pair avec le déclin des Wallons qui sont, comme on le sait, endormis sur leurs grandes industries d'avant-guerre. Bon. Et donc, l'un des personnages ici, ce Bloemkool, fait appel à un homme d'affaires qui est justement ce genre de nouveau riche flamand, qui est un personnage important dans la suite de l'intrigue. Et alors, notre Van Loo se retrouve justement chez la secrétaire de Bloemkool, et il apprend ainsi que Bloemkool est aussi producteur de cinéma. Bella, c'est la secrétaire, prit sur son bureau un dépliant rédigé en anglais sur papier glacé, en couverture un dessin impressionnant, représentait Vercingétorix et ses solides Gaulois face à César, la tête de ses légions. Le titre barrait la couverture dans une graphie pleine de fioritures, sur fond argenté, la bataille d'Alésia. Pas de doute, ça en jetait quelques lignes de synopsis et des photos des lieux de tournage, des clichés aussi des principaux acteurs pressentis, des Américains, avec lesquels la production était encore en négociation. Était-il prudemment précisé, Van Heflin ou Robert Stack pour le rôle de Jules César, Charlton Heston, qui venait de triompher en Moïse dans les 10 commandements, jouerait le rôle de Vercingétorix. Côté féminin, Diane Tierney ou Eddie Lamar. Rien de moins, suivait quelques Belges, Bob Janschoepen, en médaillon, levant son chapeau de cow-boy qu'il devrait échanger contre un casque celtique et une jupette de combattant gaulois, ainsi que Denise de Weert et Dora van der Vloen, 3 figures populaires pour séduire des investisseurs flamands. Les pourparlers sont en cours, précisa Victor sur le ton de la confidentialité. Victor, c'est ce nouveau riche flamand qui a investi dans ce film. Au simple divertissement s'ajoutera des motivations politiques pour nous flamands, ajouta Victor. Quand vous lirez le scénario, vous comprendrez que le héros, c'est Vercingétorix, pas César. En rapport avec les questions que tu as longuement évoquées, à juste titre d'ailleurs, le flamand, il y a une notation très réaliste qui est sur l'inefficacité de l'enseignement du néerlandais en Wallonie et à Bruxelles. Il y a quelques témoins dans la salle, j'imagine. Oh, tant qu'on veut. Voilà. Et c'est Van Loo qui parle, dit, je le félicitais en avouant, il parle à un Malinois, hein, je le félicitais en avouant ma honte de me débrouiller aussi mal dans sa langue d'adoption, alors que mes profs avaient tenté de me l'apprendre pendant une dizaine d'années. Et c'est vrai, je ne sais pas si tu partages mon avis, mais on connaissait toute une série de choses sur des auteurs néerlandais de 3e ordre, et on était incapable de dire en flamand une phrase comme « pour aller de Bruxelles en Provence, par où passe-tu » Oui, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est catastrophique, effectivement. Et comme toi, comme je suis bruxellois, j'ai donc commencé à apprendre le néerlandais en primaire. Oui, oui. Ensuite, les 6 années de secondaire. Oui. Et c'est hallucinant, alors que l'anglais, en 2 ans, on pouvait le parler. Donc, oui, on arrivait à plus en anglais avec 3 ou 4 ans. Donc, j'ai mis mon fils en néerlandais. Il a fait toutes ses études en néerlandais, au moins il est bilingue. Oui. Et vous correspondez dans quelle langue? En espagnol. En espagnol. Parce qu'il vit en Espagne. D'accord. Qui est assez facile d'apprendre. Bien, alors, encore une question. Il y a un personnage, je ne vais pas dire qui pour ne pas déflorer, mais qui a peint de faux tableaux pendant la guerre, qui ont été vendus soit au Schleu, soit à des collabos. Et surtout à des collabos. C'est un des points de l'intrigue. Est-ce que c'est inspiré par l'affaire Van Meegeren?
Les faux Vermeer. Oui, enfin, oui, les faux Van Meegeren, évidemment, c'était en Hollande, donc Van Meegeren est un faussaire qu'on a accusé d'avoir vendu à Göring quelques-unes des plus belles œuvres hollandaises, et notamment des Vermeer. Et il s'est défendu, il a été arrêté en 1945 comme collabo, et il a dit, mais je ne suis pas du tout collabo, je suis résistant, puisqu'en réalité, j'ai fait des faux Vermeer que j'ai vendus à Göring. Pour le tromper, on ne le croyait pas. Donc en prison, on l'a obligé à peindre un faux Vermeer. Et effectivement, voilà. Et les faux de Van Meegeren sont exposés d'ailleurs à La Haye, à côté des vrais, enfin dans une salle à côté. Mais voilà, tellement cette histoire. Alors effectivement, cette histoire cette histoire de faux tableaux, tu as tout à fait mis le doigt dessus, m'a beaucoup frappé. Et donc ici, mais ici, ce qui est important, c'est que historiquement, j'ai connu des dossiers judiciaires dans lesquels des familles juives ont tenté de récupérer leurs œuvres qui ont été vendues, saisies, confisquées, volées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a été très difficile. Et donc, c'est aussi ça qui a inspiré. Oui, voilà. Très bien. Alors, je voudrais, puisqu'on a parlé de Tintin tout à l'heure, on ne va pas terminer. Oui, je me demande quel est le lien que tu vas faire. Je ne fais que lire. J'avais, et ça c'est Michel Vanneau qui parlait, j'avais même aperçu un de ces panonçons publicitaires sur une colonne du bureau de poste voisin, entre une affiche vantant les préparations magistrales de la pharmacie Hubert et une autre garantissant à la clientèle que tous les produits de la boucherie sans eau étaient d'origine. Boucherie sans eau, là, je suppose que tout le monde est au courant. Hein. De la qualité. Oui. Alors, mais avant de poser une questions pour conclure, mais je voudrais donner encore quelques échantillons de ton style, par exemple, de formules, des trucs très, très brefs. Voilà, par exemple, Hubert, c'est le pharmacien qui est l'ami de Vanneau, qui lui a raconté ses déboires avec Blumko. Le chou-fleur a eu tort de se payer ta fiole. Tu le poursuivras jusqu'au fond de l'enfer des légumes. Alors, un peu plus loin, voilà, c'est plus facile de pêcher des brochets dans la dyle que de lui tirer les vers du nez. Parce que les brochets dans la dyle, apparemment... Je me suis renseigné. Tu t'es renseigné? Ah oui, ça prend des brochets dans la dyle. Et moi, je suis très peu pêcheur. Oui, je suis un pauvre pêcheur. Oui, tous, évidemment. Et alors, une réflexion sur Michel Vanneau, sur sa profession. Il dit mieux valait changer de boulot. Fonctionnaire, gardien de phare, on bénéficie de l'électricité gratuite. Alors, j'ai encore. 164. Du jambonneau, c'est la petite amie de Vanneau qui lui prépare à dîner. Du jambonneau à la moutarde accompagné de choux de Bruxelles, une spécialité à laquelle elle ne me faisait goûter qu'une fois par an, les bonnes années. Et alors, oui. Ici, celui-ci, un personnage secondaire, lui avait permis de mettre beaucoup de beurre dans ses épinards à une époque, la guerre, une époque où le beurre était cher et les épinards introuvables. Bien, mais alors j'aurais une question tout à fait classique quand on termine, puisque c'est quasiment l'heure. As-tu des projets, notamment d'autres Vanneau ou d'autres projets littéraires qui n'ont rien à voir avec Michel Vanneau? Oui, j'essaie d'alterner roman et Vanneau, en tout cas Vanneau donc depuis 2008, et j'aime bien ne pas les faire à la queue leu-leu, sinon j'aurais l'impression de me répéter. Donc
j'ai un projet, effectivement, enfin j'ai terminé le manuscrit d'un roman, roman, comme l'était Clandestine que tu as présenté la dernière fois ici. Et chaque fois, c'est au fond un sujet aussi lié à la politique clandestine. C'était à l'époque un roman qui était lié à la Russie, puisque le personnage principal, la jeune fille du jeune russe, était poursuivie par Vladimir Poutine, ça reste l'actualité. Celui-ci, c'est un roman sur la montée de l'antisémitisme. Voilà, mais j'essaye d'être drôle. Je suis sûr que tu parviendras. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. C'est un sacré défi. Oui. C'est un sacré défi. Mais bon, voilà. Et ça s'appelle, je peux vous donner le titre déjà, ça s'appelle Juin sur Mars. Ah, eh bien, je me réjouis de le présenter. Et qui est une dystopie. C'est la première fois que je fais ça. Une dystopie, donc un roman qui se passe dans 50 ans avec un événement imaginaire, mais qui aurait pu se passer déjà maintenant. C'est ça. Voilà. Bien, eh bien, je crois qu'il est temps de passer la gueule grenadine. Voilà, Pierre Brun. Voilà.